L'Allemagne n'a vu le jour qu'en 1871. Pourtant, aucun autre pays n'a modelé autant qu'elle le visage de l'Europe. Dankeschön. Tout le monde a la tête pleine de clichés sur ce pays. Loin de tout ça, partons à la découverte de l'Allemagne authentique. Située au cœur de l'Europe, l'Allemagne est une puissance économique et culturelle qui compte plus de 80 millions d'habitants. De Sylt, Justine prend le train pour la Bavière, au sud du pays, juste à temps pour l'Oktoberfest de Munich et le jeu de la passion d'Oberammergau, avant de visiter la retraite d'Hitler à Berchtesgaden et de gravir le mont Jenner. Moi, je pars de Berlin, d'où je rejoins la route romantique qui relie Rothenburg à Dinkelsbühl et au château de Neuschwanstein. À Friedrichshafen, je m'envole en montgolfière et achève mon périple à la Love Parade de Dortmund. « 20 ans après la réunification de l'Allemagne, Berlin est une ville en pleine mutation. Je sors à l'instant de la Berlin Hauptbahnhof, la gare centrale toute neuve. La ville est vivante, elle change et j'ai hâte d'aller découvrir les surprises qu'elle réserve. Une nouvelle monnaie, de nouveaux visages et l'essor du secteur du bâtiment ont rendu la vieille ville méconnaissable même aux yeux de ses habitants. Les Berlinois restent pourtant attachés à certaines traditions, comme leur fameuse contre-culture. Berlin est réputé pour offrir l'une des scènes culturelles les plus branchées de la planète. J'ai donc choisi un hôtel assez bobo. Le voici, c'est le Propeller Island. Bonjour. Oui. Je suis bien au Propeller Hotel? Oui. Bonjour, j'ai une réservation. D'accord, entrez. Merci. L'artiste berlinois Lars Troschen a conçu cet hôtel jusque dans ses moindres détails. Incroyable. Chaque chambre est donc différente. L'idée, c'était de proposer dans chaque chambre différentes expériences de la réalité. Intéressant. Celle-ci, la chambre cercueil. La chambre cercueil est occupée. Dommage. Montrez-moi celles qui sont libres alors. Oui, sinon il y en a une qui plaît beaucoup, c'est la chambre à l'envers. Nous sommes dans la chambre à l'envers. J'aime beaucoup. Ça fait très Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ah, le lit. L'idée est intéressante. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Le choix se fait entre 47 réalités différentes, de taille et de prix variables. Un lit flottant, c'est génial! Les chambres les plus bizarres sont aussi, semble-t-il, les plus appréciées. Mais certaines sont un peu au-dessus de mon budget. Bon. Elles sont toutes intéressantes à visiter, en tout cas. Elle a dit que ma chambre était près des toilettes. Au-dessus, peut-être? Je vais regarder. Cette chambre m'a paru bon marché et gaie. Et en plus, elle est libre. Salut les nains. Guten Tag. On ne peut pas se tromper avec des nains de jardin. Si?
Pour ne pas être en reste, Justine est allée au cœur de la Basse-Saxe, à 250 km à l'ouest de Berlin, près de la ville de Langeloh, pour y tester ce qu'on appelle un Hey Hotel. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Karen? Oui. Je suis bien au Hey Hotel, alors. Il y a en Basse-Saxe environ 70 Hey Hotels. Ce sont des établissements où l'on dort dans la paille. Ils ont beaucoup de succès ici en Allemagne, parmi les cadres supérieurs qui cherchent à se détendre, à vivre une expérience champêtre. Vu la clientèle, c'est sûrement assez confortable, non? En effet, regardez vous-même. Mais c'est vraiment une grange? Hey Hotel. Et c'est vraiment un lit en paille? Vous êtes venu avec votre sac de couchage. Oui. C'est tout ce dont vous avez besoin. Sortez-le et faites comme chez vous. Fabriquez-vous un coussin et puis détendez-vous. Le foin, c'est vraiment confortable. Mais toute la nuit, une de mes voisines a fait des bruits de bouche. Pendant que Justine fait ses adieux aux bêtes à poil avec lesquelles elle s'est liée d'amitié, je poursuis mon expérience berlinoise. Berlin est très étendue. Elle est dotée d'un excellent réseau de transport en commun. Mais quand on manque de temps, le scooter reste très pratique pour tout voir. Automobilistes, soyez prudents. C'est parti. Allez, plus vite. Le scooter me permet de couvrir de longues distances et bon nombre de monuments. L'hommage de Staline aux soldats russes tombés au champ d'honneur pendant la Deuxième Guerre mondiale. La porte de Brandebourg. Quelle ville magnifique! La colonne de la Victoire de Tiergarten, un parc au cœur de la capitale. Ces deux rangées de pavés sur lesquels je roule sont ce qui reste du mur. Elles traversent la ville. D'un côté, c'était l'Est, de l'autre, l'Ouest. L'Est, c'est de ce côté-là. Merci. L'Ouest et l'Est. L'Ouest, l'Est. Mais on s'en fiche, non? Où il est, ce mur? Il n'en reste que quelques pans. Pas étonnant qu'il soit difficile de s'orienter dans une ville qui change si vite. J'ai rendez-vous avec l'architecte Thomas Kruger pour qu'il m'aide à déchiffrer ce nouveau Berlin. Vous avez vu ce dôme? Quelle classe! Nous nous rendons au nouveau complexe architectural du gouvernement fédéral, situé de part et d'autre de la Spree, des bureaux administratifs réservés aux chanceliers et aux parlementaires. Cet ensemble se trouve à 2 pas d'un Reichstag rénové, le Parlement qui a symbolisé l'ascension de Hitler au pouvoir dans les années 1930, avant d'être anéanti par les bombardements au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'édifice investi de la plus forte charge symbolique en Allemagne. C'est un vieux bâtiment auquel a été ajoutée cette fabuleuse structure construite par Lord Norman Foster qui a gagné le concours. Oui, ce dôme est splendide. Oui. Et de là-haut, on a vue sur l'intérieur du Parlement. On y voit les parlementaires au travail. Oui, tout comme les parlementaires voient les visiteurs leur marcher sur la tête. C'est un symbole élémentaire de la démocratie. Ils sont sous le contrôle du peuple. C'est assez singulier, cet espace ouvert, et cette idée qui apparaît après la réunification de l'Allemagne en 1990. Cette idée d'un vieux pays qui ne sait pas où il va et qui en même temps renaît de ses cendres. Oui,
Un pays tourné vers l'avenir. L'architecture joue un rôle important dans la mesure où elle est une expression de la réalité. C'est la deuxième fois que Berlin a l'occasion de se forger une nouvelle identité. Cet édifice témoigne d'une certaine fierté du gouvernement allemand à manifester son pouvoir. Les deux édifices sont reliés l'un à l'autre par un pont qui enjambe la rivière, mais aussi l'ancienne frontière. D'un côté, il y avait Berlin-Est et de l'autre, Berlin-Ouest. Le choc des cultures au sein d'une ville de plus en plus cosmopolite commence à se faire ressentir, allant jusqu'à influer sur les habitudes alimentaires. Aujourd'hui, je déjeune à Kreuzberg, le quartier turc. Les Turcs sont de loin la plus importante minorité de la ville. Bienvenue à Istanbul. Merci. Fatih Çevikoğlu est mon guide. Fils d'immigrés turcs, il se sent chez lui en Allemagne, où il mène une carrière de comédien. C'est la plus nombreuse communauté de Turcs expatriés au monde. Oui. Il y en a des milliers. Et comment elle s'est formée? Dans les années 1960 et 1970, lors de la vague d'immigration turque en Allemagne, beaucoup sont venus s'installer à Berlin. On les a alors logés en dehors du centre. À la périphérie? Oui, à la périphérie, c'est-à-dire le long du mur. Maintenant que le mur a disparu, ils se retrouvent dans le centre et tous les Turcs résident dans ce lieu central. À Kreuzberg, les établissements de restauration rapide se livrent une concurrence sans merci. L'exotisme épicé du sandwich turc bat en brèche une tradition berlinoise, le Currywurst. Le secret, c'est le ketchup. Ils ont leur propre préparation de ketchup. C'est savoureux, on sent bien le curry. Est-ce que je peux t'en piquer une? Bien sûr, on partage. Comment on dit une frite? Eh bien, on dit des frites. Notre étude comparative est facile à mener. Du Curry 36, une adresse très courue, nous rejoignons un concurrent sérieux à 2 pas de là, Mustafa'z. Ça, c'est le shish kebab. Oui. Shish est un mot turc qui signifie broche. Ça veut dire broche, ah bon? Oui, shish. C'est ici qu'on mange le meilleur shish kebab. Le meilleur des meilleurs. D'accord. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Tu t'en es mis sur la joue. Merci. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant à manger, mais c'est un vrai régal. C'est délicieux. C'est tellement délicieux qu'il n'y a qu'à déguster. On va manger et se taire. Mais qu'est-ce que préfèrent les gens au juste? Le shish kebab. Le currywurst. Shish kebab. Le shish kebab sans hésiter. Tandis que je poursuis mon séjour dans la capitale, Justine se rend au nord de Langelo, sur l'île reculée de Sylt. Sylt est située à 8 km au large de la côte nord-ouest, au point le plus septentrional du pays. L'île est constituée d'une immense barre de sable jetée sur la mer du Nord. Et on a devant nous la plus grande plage de sable d'Allemagne, 40 km de long. Là-bas, c'est la Grande-Bretagne, au nord, le Danemark. Et au-delà de ces bancs de sable, l'Allemagne continentale. Par son emplacement sur la mer du Nord, l'île est exposée à des vents violents. Les maisons sont terrées dans les dunes. La beauté de ces plages et ces instituts de thalassothérapie ont fait de Sylt un lieu de villégiature fréquenté par les Allemands riches et célèbres. Mais l'île doit sa popularité au fait d'avoir été le lieu de naissance du nudisme moderne. Dans les années 1920, ces plages attiraient les adeptes du naturisme qui ont donné ses lettres de noblesse au bronzage intégral et aux baignades nues. À Sylt, aucune tenue de rigueur n'est exigée. D'où vient votre bronzage intégral? De Sylt. C'est à Sylt que vous avez bronzé? Oui, c'est le hall particulier de l'île. Alors, vous avez lancé un mouvement nudiste au sein de l'armée? En général, nous portions l'uniforme. Quand personne ne regardait, vous quittiez l'uniforme? J'essayais, oui. Vraiment?
Est-ce que les hommes et les femmes cherchent à faire des rencontres ici? Non, non, absolument pas. Ce n'est pas le but. Non, il s'agit simplement d'être nu dans la nature, c'est tout. Et qu'en est-il des autres plages allemandes? Disons que toutes les plages le tolèrent et que les baigneurs sont libres d'agir à leur guise. Le vent se lève. Je vais aller me couvrir. D'accord. Pour se réchauffer, rien de tel que le sauna de la plage. C'est bien ici le sauna? Où sont les vestiaires? Par là. Là-dedans? Oui, il y a de l'eau chaude. Et dehors, il y a de l'eau froide. Il y a un homme nu à l'intérieur. C'est bon. Super. Dans un sauna, en général, on ne se tient pas dans cette position. On se détend. Mais quand on est filmé, il vaut mieux se couvrir un peu. Elle est gelée. Elle est gelée. Je me sens revigorée. Je retourne vite au sauna. Je repars à la découverte des rues de Berlin en scooter. Un autre vestige du mur de Berlin promis à la démolition. Les promoteurs s'intéressent en effet au dernier mètre carré de No Man's Land et ce quartier en friche est menacé de disparition. Je me rends compte que l'histoire de Berlin a partie liée avec l'invisible, autant qu'avec le visible. Il y a bien longtemps que le checkpoint Charlie d'origine a été rasé. Ce qui était une frontière militaire tendue, gardée au cours de la guerre froide par des soldats de l'Est comme de l'Ouest, n'est plus qu'un décor à prendre en photo. Les touristes, en tout cas, ne semblent pas s'en offusquer. Wouh! Le cri de la liberté! Pas grand-chose à photographier au bunker d'Hitler aux connotations plus sinistres, qu'on a délibérément maintenu dans les limbes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de ce site, d'après vous? Je sais pas. En tout cas, autre chose que ce panneau. Ouais, autre chose que cette simple plaque. On s'attendait pas à ça. Ouais, je pensais voir du béton au moins. À quoi ressemblait le bunker d'Hitler, aujourd'hui enseveli sous ce parking? Rien ne le signale à l'attention, hormis cette plaque. Apparemment, ceci est l'une des seules photos d'Hitler visibles dans la ville. On a nommé ce lieu « Ombre et traces de la capitale impériale ». Et de fait, c'est comme l'ombre de ce qui se trouvait là. Ce qui me paraît très étrange, et à la fois pertinent, c'est que le mémorial de l'Holocauste soit situé juste en face. Le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, de son nom officiel, a ouvert ses portes en 2005, après des années de débats et de controverses. À première vue, ces rangées de blocs de ciment dépourvus d'inscriptions et de hauteurs inégales ne portent aucune référence explicite aux événements historiques dont elles témoignent. Apparemment, ces blocs de ciment sont en nombre indéterminé. Ils ne répondent pas à une idée prédéfinie. Il s'agit plutôt d'évoquer un sentiment. Après tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est finalement un bon endroit pour faire une pause. Justine et moi nous dirigeons à présent vers le sud. Moi, je prends la route. Justine, elle, prend l'express, de Sylt jusqu'à Munich. Nous sommes en seconde classe. Il y a des porte-manteaux. Et là, une unité de recyclage. Le train est vraiment tranquille. Et ses portes sont la définition même du silence.
Encore mieux que les portes dans Star Trek. Parce que dans Star Trek, elles font... Et vous n'avez pas tout vu. Vous pouvez sélectionner la ville de départ, la destination, l'horaire et imprimer le billet. J'ai lu mon itinéraire, je n'en ai plus besoin et je sais où je vais le jeter. Pas dans la poubelle réservée aux matières organiques, ni dans la poubelle de recyclage de l'aluminium et du plastique, mais dans la corbeille à papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bonjour. Incroyable, un compartiment familial. Enfin un compartiment pour toute la famille. Regardez, on dirait un parc à bébés. C'est très ingénieux. Je suis impressionnée. Pendant que Justine se laisse bercer par le train, je roule décapotée vers le sud. Après les 500 km qui séparent Berlin de Würzburg, je m'engage sur la célèbre route romantique qui traverse la Bavière et fais une première halte à Rothenburg. C'est une région magnifique. Je suis dans le sud de la Bavière. J'ai loué cette voiture pour emprunter la route romantique, une route jalonnée de villages médiévaux au milieu d'une belle campagne. Elle va de la région des vins jusqu'aux Alpes. Beaucoup de cars de touristes empruntent cette route qui voit passer 2 millions de visiteurs par an. Chacun son style. Moi, je préfère le cabriolet. C'est beau et romantique. Même en célibataire. Je suis à Rothenburg. C'est une adorable petite ville médiévale. Et sa spécialité, c'est le Schneebollen. Je vais en manger un. Ça va être Schneebollen. Qu'est-ce qu'un Schneebollen? Où est-ce que je peux trouver un Schneebollen? Là-bas? Oui. Je le prononce bien, Schneebollen? Schneebollen. Encore une fois? Schneebollen. D'accord, merci. Danke. Au revoir. Au revoir. Schneebollen. Ces gâteaux sont insensés. Allons voir ça. Bonjour. Ça va? Ça sent divinement bon. J'en voudrais un de chaque. Non, je plaisante. J'en veux 4. Un Butterballen. Oui. Un au chocolat. Chocolat. Un au nougat. Nougat. Und normal. Oui, und normal. Normal. 4. C'est combien? 8,30. 8,30 €. Merci, je suis sûre que ça les vaut. On ne vient qu'une fois à Rothenburg. Quel cadre! Une place médiévale, en plein centre-ville. Des Schneebollen. Quelques Japonais. Je vais donc goûter l'authentique Schneebollen. L'horloge vieille de 300 ans attire les foules sur la place du marché où le carillon sonne toutes les heures. Hello. Coucou. Konnichiwa. Konnichiwa. Schneeball. Kodesai. Kodesai. Oishi desu. Oishi. Oishi. Schneeball. Oishi desu. Hai, hai. Hai. Oh. Sayonara. J'ai voulu sympathiser. Résultat, ils m'ont pris presque tous mes Schneebollen. Enfin. Oishi desu. Après m'être fait dépouiller par des touristes japonais, je repars pour de nouvelles aventures romantiques.
De Rothenburg, je continue en direction du sud, à destination de Dinkelsbühl, une trentaine de kilomètres plus loin. Autre caractéristique des villages de la route romantique, les festivals qui rythment la vie locale tout au long de l'année. Je suis à Dinkelsbühl, où aujourd'hui se tient une fête folklorique. Quelle chance! Le Kinderzecke, ou fête des enfants de Dinkelsbühl, est une fête populaire allemande ancestrale. Ces festivités commémorent une bataille du XVIIe siècle, au cours de laquelle la ville a été assiégée par des troupes suédoises. La bataille était en passe d'être perdue, quand un enfant courageux est allé voir le général des troupes suédoises et lui a dit « Par pitié, sauvez notre village, épargnez-nous !» Ce qu'il fit, tant le courage de cet enfant l'avait ému. Les enfants sont donc à l'honneur. Coucou les enfants! Enfants courageux de Dinkelsbühl. C'est un Schneckennoodle, non? Oui, c'est un Schneckennoodle, le gâteau local. Au mois de juillet, ce sont 10 jours de parade, de reconstitutions historiques et de festivités. Tu accompagnes le gâteau? Il est là-bas. Comment s'appelle-t-il déjà? Comment? Schneckennoodle. Par là? Merci. Grosse ambiance à Dinkelsbühl. Ouais! Excusez-moi. Bonjour. La route romantique, s'il vous plaît. C'est par là. Par là? Oui, par là. Super, danke. Bonne route. Pendant que je continue mon périple sur la route romantique, Justine découvre à Munich le plus réputé des festivals bavarois. En 1810, le prince héritier Louis organise une grande fête publique pour célébrer son mariage. Les festivités se déroulent partout dans la ville et elles ont un tel succès que la tradition perdurera jusqu'à nos jours. On l'appelle l'Oktoberfest, la fête d'octobre. Elle dure 12 jours et attire jusqu'à 7 millions de personnes, dont un tiers en provenance de pays lointains comme L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique, l'Angleterre. À un moment donné, on a eu l'excellente idée d'associer dégustation de bière et parc d'attractions. Logique, non? L'Oktoberfest donne lieu à une orgie de restauration rapide. 600 000 poulets, 90 000 jambons et 80 bœufs sont dévorés. Cela dit, la consommation de saucisses a diminué, passant de 250 000 en 1980 à seulement 150 000 l'an dernier. Toujours est-il que ce qu'on consomme le plus ici, c'est bien entendu la bière. 6 millions de litres, de quoi remplir le dôme du Capitole de Washington. C'est vous qui êtes chargé de recruter le personnel ici? Pour peu qu'elles tiennent le coup, les serveuses touchent ici en moyenne 2 600 €. Il va falloir que je m'exerce. Une bière? Qui veut une bière? Tous les verres vides à l'extérieur. Les verres vides? Fini? Bon. Tout va bien?
pas fait l'affaire. Ils ne m'ont pas gardé. Du coup, je profite de l'Oktoberfest. Qu'est-ce qui vous amène à l'Oktoberfest? Comme tout le monde, je crois. Je suis venue pour la bière. Et l'ambiance. Oui, pour l'ambiance aussi, bien sûr. Je viens tous les ans, quasiment. Ah bon? Vous ne vous en lassez pas? Non, c'est très sympa. La fête commence tous les jours à 10 h et se termine à 22 h. À la fermeture, tout le monde titube. Le vrai bénéficiaire de la manifestation, c'est la municipalité de Munich. L'Oktoberfest rapporte à la ville la somme mirobolante de 56 millions d'euros. Je continue ma descente dans le sud. De Dinkelsbühl, je me dirige vers le château de Neuschwanstein, au bout de la route romantique. Pendant ce temps, Justine se rend à Oberammergau, non loin de là. Voilà une image de carte postale. Un château né de l'imagination du jeune Louis II de Bavière. Sa construction a débuté en 1869. Son nom se prononce Neuschwanstein et il compte parmi une collection de châteaux féeriques que Louis II a fait bâtir. Tout au long de l'année, le château est pris d'assaut par les visiteurs, intrigués par la vie et la mort mystérieuse de ce membre excentrique de la famille royale, petit-fils du Louis à qui l'on doit l'Oktoberfest. Les bizarreries de son comportement, sa vie décadente et 20 ans de prodigalité qui laisseront la Bavière au bord de la faillite lui ont valu le surnom de roi fou. Des représentants du gouvernement finiront par le faire reconnaître aliéné et par l'expulser de force de son château en pleine nuit, malgré ses protestations. Les circonstances de sa mort 3 jours plus tard, on le retrouvera noyé au fond d'un lac des environs, n'ont jamais été élucidées. Si vous voulez visiter le château, mieux vaut réserver à l'avance pour éviter de faire des heures de queue. Sachez aussi qu'on ne peut pas s'y promener seul. La visite guidée est obligatoire. Pour en savoir un peu plus, j'ai obtenu un rendez-vous avec le roi en personne. Ou du moins, un de ses fervents admirateurs. Bonjour. Enchantée. Je vous appelle roi ou votre majesté? Appelez-moi Louis. Louis, quel lieu étonnant. Oui, de toute beauté. Vous me faites faire la visite? Allons-y. D'accord. Mon Louis me fait une forte impression, à l'image de son modèle, qui se loue à les services d'un scénographe plutôt que d'un architecte, pour créer cette demeure de rêve. Il se flattait aussi de posséder tous les gadgets dernier cri de son temps. On dit que vous étiez fou, mais selon moi, vous étiez un visionnaire. Vous aviez fait installer un système de plomberie intérieure, le chauffage central. Vous avez même eu l'un des premiers téléphones de Bavière. Je ne suis pas fou, seulement incompris. Malgré ses dettes faramineuses, le roi, dont le goût le portait aux plus belles choses, n'a semble-t-il jamais éprouvé le besoin de réduire son train de vie. Votre conception de la vie royale relevait d'idéaux poétiques et romantiques. Prenons ce lit, par exemple. C'est incroyable. Il a fallu 14 sculpteurs sur bois pour arriver à ce résultat. Je me suis ruiné. Je sais ce que c'est. Le roi n'a pu achever la construction de sa demeure avant d'en être chassé en 1886. Les pièces terminées seront laissées en l'état. Et pour acquitter les dettes de son illustre occupant, le château sera ouvert aux visiteurs dès cette année-là. Il a fallu 17 ans pour construire cette demeure. Vous avez même créé cette salle de concert et de spectacle. Pourtant, vous n'y avez jamais entendu un seul chanteur. C'est très triste. Très triste. Je crois savoir que vous êtes un grand amateur de Wagner. Wagner? Oh oui, j'aime Wagner. Oui. C'est une vraie passion. Oui. Vous pourriez me chanter un extrait d'une œuvre? Oui. Vous voulez m'entendre? Oui. Approchons-nous de la scène. En fait, Louis était un inconditionnel de Richard Wagner, au point que l'essentiel de la décoration intérieure s'inspire d'œuvres du compositeur allemand. Cependant, le rêve de Louis II ne se réalisera jamais.
voir le maître écrire de la musique ou diriger un concert chez lui. Bravo, bravo! Justine se trouve à une vingtaine de kilomètres de Neuschwanstein, dans le village d'Oberammergau, où elle sera témoin d'une tradition théâtrale bien connue. En me promenant dans Oberammergau, j'ai remarqué 2 ou 3 choses. Contrairement à d'autres villes proprettes de Bavière, celle-ci semble peuplée de hippies, de vagabonds et de surfeurs. La raison de ce phénomène nous ramène à la peste noire. En 1633, lors d'une épidémie, les habitants ont fait le serment, si Dieu épargnait leur ville, de rejouer tous les 10 ans la mort et la résurrection du Christ. À la suite de ce serment, la peste n'a plus fait de victimes, si bien que la ville en est aujourd'hui à sa 37e représentation de la Passion. Plus de la moitié des 5000 habitants de la ville participent à cette manifestation décennale. La tradition interdit aux acteurs de se couper les cheveux avant la dernière représentation, qui a lieu aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de vous raser non plus? Si, Pendant 1 an? pendant 20 mois. 20 mois sans se raser? Dites donc. En fait, il se rase tous les jours, mais à midi, sa barbe a repoussé. Quel homme! Chaque représentation dure 6 heures. À la pause déjeuner, j'ai même papoté avec Jésus. Pour un habitant d'Oberammergau, c'est un grand honneur de jouer ce rôle. Le choix du comédien est soumis à un vote. Tous les personnages principaux sont élus par la collectivité. Tous amateurs, les acteurs ont pour la plupart une activité professionnelle. Aussi leur arrive-t-il souvent de quitter leur lieu de travail l'espace d'1 heure, le temps d'aller faire une apparition sur scène. Dès la fin de la pièce, la coupe de cheveux s'impose, ce qui fait le bonheur des coiffeurs, mais aussi des perruquiers. De Neuschwanstein, je gagne les rives du lac de Constance à l'ouest et la jolie ville de Friedrichshafen. Les rives du lac se partagent entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Cette ville charmante est surtout réputée pour avoir été le berceau familial du comte von Zeppelin, l'inventeur du dirigeable qui porte son nom. Je suis à Friedrichshafen, où il est possible de monter à bord d'un authentique Zeppelin. Cet engin a été inventé en 1900 par le comte Zeppelin. Je vais vivre une expérience unique. Votre ticket? Génial! Regardez, un ticket pour une balade en Zeppelin. Dans les années 1930, on accomplissait à bord des Zeppelins des voyages transatlantiques de luxe. La catastrophe du dirigeable Hindenburg et la Seconde Guerre mondiale ont donné un coup d'arrêt à l'exploitation de ce moyen de transport. Aujourd'hui, les Zeppelins ont repris du service pour des excursions locales. Je ne comprends rien à ce qu'elle me dit. De toute façon, je ne risque pas grand-chose, puisqu'au lieu d'être remplis d'un gaz hautement inflammable, l'hydrogène, comme l'était l'Hindenburg, les Zeppelins actuels contiennent, eux, un gaz inerte et inoffensif, l'hélium. Dire que cet engin va voler! Bonjour! Merci. Willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis ich gleich nach dem Start zu Ihnen zurückkomme. Welcome on board. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Je vous demande de rester assis jusqu'à mon retour après le décollage. Merci. C'est dingue. C'est comme un voyage dans le temps. Ils sont assez stricts au sujet de la ceinture. Et ils ont raison, parce qu'on est vraiment incliné. J'ai les oreilles bouchées maintenant. Oh. J'ai le droit d'ouvrir cette fenêtre, paraît-il. C'est
C'est une sensation assez unique, très douce. On flotte. On a l'impression, non pas de foncer, mais de flotter sur l'air. Vous avez un beau métier. Je me le dis tous les jours. Oui. D'Oberammergau, Justine part pour Berchtesgaden, à l'est, avant d'achever son voyage sur le mont Jenner. Berchtesgaden, à 2 pas de la frontière autrichienne, a servi de retraite à Adolf Hitler au début de sa carrière, alors qu'il était en fuite. Par la suite, devenu Führer, il fera de cette ville son 2e quartier général, après Berlin. Je vais à la rencontre d'un historien, David Harper, qui va me montrer ce qui reste du fief montagneux du dictateur. Bonjour. Bonjour Justine, je suis David. Enchanté. Bienvenue à Berchtesgaden. Hitler prendra progressivement le contrôle de toute la région en faisant ériger plus de 80 édifices pour le régime nazi. Vous m'avez emmené voir un monceau debout? Il s'agit du site dit de l'Alcôve, où Hitler a vécu à partir de 1926. C'est un endroit où il prétendait pouvoir réfléchir mieux que partout ailleurs. La maison d'Hitler, comme d'autres bâtiments nazis, a été démolie après la guerre en vue d'éradiquer le souvenir de cette page sombre de l'histoire. On continue d'ailleurs, encore aujourd'hui, de raser les édifices historiques datant de la guerre. Que pensez-vous de la démolition des bâtiments du régime nazi? Je trouve que c'est dommage en un sens. Car si nous oublions le passé en nous évertuant à en effacer les traces, nous nous condamnons, comme chacun sait, à la répétition de ce passé. Je préférerais voir un édifice de ce type servir de moyen pédagogique pour revenir sur cette époque et éviter qu'elle se répète. Il s'agit donc du bâtiment d'origine. La situation a d'ailleurs évolué. Ainsi, au lieu de démolir cette pension de famille ouverte pendant la guerre, les autorités locales l'ont transformée en musée. Cette exposition a été inaugurée depuis peu. Et ce qui la rend unique en Allemagne, c'est qu'elle couvre un spectre assez large de thématiques liées au Troisième Reich. De ses débuts au camp de la mort et à l'organisation de la terreur. Tous ces aspects-là sont étudiés. C'est un centre de documentation très complet. Sous le musée, on a accès à une petite portion du bunker de la Seconde Guerre mondiale. Dans ces tunnels qui se prolongent sur plus d'une 60aine de kilomètres, Hitler accumulera assez de provisions pour survivre à 6 mois de siège. Ce témoignage, dont il n'existe aucun autre exemple en Allemagne, revêt une importance particulière pour notre pays. Il s'agit d'un pan honteux de notre histoire. Il n'y a pas de mots pour qualifier ces morts gisant sur le sol. De Friedrichshafen, j'entame la dernière étape de mon voyage qui se déroulera dans la vallée de la Ruhr, au nord-ouest, à Duisburg et Dortmund. En 1991, on a réinvesti cette ancienne région industrielle désaffectée en préservant ses ruines rouillées comme une partie intégrante du paysage. La vallée de la Ruhr était autrefois le centre minier et industriel de l'Allemagne. Elle ne l'est plus, et peu de monde songerait à visiter cet endroit. Pourtant, on a revitalisé certaines de ces zones. Ici, nous sommes au parc de Landschaft, une zone culturelle dédiée au théâtre, à la musique et même au sport de l'extrême. On y pratique la plongée, l'escalade, la varap. Il y a aussi des jeux GPS. Bref, c'est un parc intéressant. Ici, Thomas Fischer et ses partenaires proposent un parcours d'obstacles à travers les chevrons et les toits d'une aciérie abandonnée, construite dans les années 1920. Sensation forte garantie. Il y a plus de 50 aciéries ici dans la région de Duisburg. Donc plus aucune ne tourne à l'heure actuelle? Si, mais seulement 7, je crois. 7. Oh!
Chaque fois que je me lance sur l'une de ces passerelles, je me dis « Oh, ça va aller !» Et puis je me rends compte qu'il y a quand même une difficulté. Ça bouge dans tous les sens. C'est une bonne idée, ce mur de pneus dans une usine. C'est la vôtre? Oui. C'est le prochain objectif, là? Tout va bien. Oui, voilà, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Non, pas ça! Comme ça! 3, 2, 1, allez! Je suis obligée. 3, 2, Je ne peux pas. 1, allez! Bon, je me lance. Ouais! Les Alpes bavaroises sont réputées pour leur domaine skiable et leur chemin de randonnée. Michael m'emmène faire de l'alpinisme. Le matériel est très sexy. Tu crois que ça explique le succès de cette discipline? Non, le matériel n'est là que pour la sécurité. Ah, pour la sécurité, d'accord. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce paysage sublime. Je fais l'ascension du mont Yenner, qui culmine à plus de 1800 mètres. Voilà, on y est. C'est cette paroi-là? Bon. Les Alpes sont bien équipées pour les sports de plein air, en particulier l'alpinisme, la randonnée et le ski. Pour une ascension pareille, il est toutefois conseillé d'être accompagné d'un professionnel. L'alpinisme se pratique de la mi-août à la mi-octobre. Plus on monte haut, plus il y a de glace et de neige. Il faut être en forme pour s'attaquer à ces rochers, mais les efforts sont récompensés par des vues spectaculaires. Justine, félicitations. On a réussi. Super. Suivez-moi à travers la foule. Un coup il pleut, un coup il fait soleil, mais peu importe. Wouh! Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez cette chaleur? Ma dernière étape allemande, la Love Parade dans le centre pittoresque de Dortmund. C'est une danse vraiment très particulière. Je vais l'appeler la danse de Dortmund. Petite démonstration, vous êtes prêts? Bien que moins folklorique que d'autres festivals allemands, la Love Parade a pourtant des racines historiques. Westbam, DJ bien connu de la scène nationale, nous explique l'engouement de la jeunesse allemande pour la techno. Tout a commencé en 1989. Au tout début, c'était une manifestation confidentielle de Berlin-Ouest. Il y avait une toute petite scène house et techno qui ne regroupait pas plus de 150 personnes à l'époque. À la longue, c'est devenu un phénomène qui a touché toute l'Allemagne. Puis il s'est étendu à l'Europe et au monde. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. La Love Parade est devenue une tradition annuelle. C'est désormais une manifestation itinérante qui se tient chaque année dans une ville différente. Elle véhicule toujours un message de liberté sans entrave. Sans aucun droit d'entrée à payer, ce sont pendant une journée et une nuit des DJ, de la musique et de la danse.
J'ai vu des gens habillés comme toi, avec un sac Love Guard et une casquette. Qu'est-ce que vous faites ici? On distribue des boules Kies et des préservatifs. On essaie de sensibiliser le public aux maladies et aux risques que présentent les rapports sexuels non protégés. On fait des heureux avec ça. Rapport protégé et pas de drogue, pas de drogue. C'est génial. Il y a trop de bruit.